Harvey Weinstein, Bob Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey and Bob Weinstein. Harvey Weinstein. Thank you, Harvey Weinstein. Especially Harvey. I want to thank Harvey and Bob Weinstein. Thank Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey and Bob Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey and Bob. And Harvey and Bob Weinstein. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que le son ça va. Vous avez peut-être remarqué que depuis quelques vidéos j'ai changé de micro. Maintenant j'ai un petit micro cravate parce que mon ancien micro il marche avec mon ordi mais il marche plus avec ma caméra. Bref, donc j'avoue que c'est bien pratique cette petite chose, donc j'espère que le son ça va. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur Harvey Weinstein, comme ils disent aux États-Unis. Mais je vais pas vous raconter toute la carrière d'Harvey, parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo de vendredi, il y a 2 jours, je vous ai fait une vidéo explicative par rapport à toute l'affaire Baldoni-Lively. Je vous expliquais vraiment ce qu'était le rôle des RP, donc des gestionnaires de crise, tout ce qui était promo, tout ça. Et en fait, en faisant mes recherches pour tout ce pan-là du sujet, je suis tombée justement sur des articles qui parlaient du maître de l'art de la promo et de la manipulation médiatique, RP, tout ça, Harvey Weinstein. On va rester sur Weinstein, hein, parce que j'ai pas trop l'habitude de dire Weinstein. Du coup, je trouvais que c'était assez intéressant d'aborder cet angle avec lui. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous intéressera. C'est parti. Alors déjà, petit palmarès quand même concernant Harvey. Sachez qu'il a obtenu presque 400 nominations aux Oscars, plus de 80 victoires, ce qui est, je trouve, énorme. Je me suis même dit que mes chiffres étaient faux, quoi. C'était pas possible. 400 nominations. Et c'est pas pour rien qu'il a réussi à avoir autant de récompenses et être autant nominé, enfin du moins ses films, parce que justement il avait l'art et la manière de vendre ses films, d'en faire la promo, de sorte à ce que les votants de l'Académie des Oscars soient, on va dire, cernés en fait par son travail, par ce qu'il faisait. Il a été même jusqu'à intimider beaucoup de gens pour pas venir à ses fins. Il a enfreint et détourné les règles de l'Académie et il a dépensé beaucoup d'argent pour obtenir ce qu'il voulait. Donc on va commencer par le commencement. Harvey est né le 19 mars 1952 à New York. Ses parents s'appellent Max et Myriam, d'où le nom Miramax de sa boîte qu'il créera plus tard. C'est la combinaison en fait des 2 prénoms de ses parents, Miramax, Max et Myriam. Voilà. Il a également un frère cadet, Bob, qui est aussi producteur et son partenaire tout au long de sa carrière. Donc, dans les années 70, Harvey, Bob ainsi qu'un ami à eux, Corky Berger, ont fondé une société de production appelée Harvey & Corky Productions et ils produisaient des concerts de rock à Buffalo, dans l'état de New York. Ils ont fait venir de nombreux artistes et avec les bénéfices qu'ils ont récoltés des promotions de ces concerts, eh bien c'est de là qu'ils ont fondé une société indépendante de distribution de films, Miramax Film. Le premier film que Miramax a produit s'appelait The Burning. Il est sorti en 81 et le premier grand succès de Miramax s'appelait The Secret Policeman Otherball qui est sorti en 82. Il a été nommé aux Oscars pour la meilleure chanson originale. Suite à ça, bon, je vais pas vous citer tous les films qu'il a produits, mais on peut quand même aussi retenir en 89 la sortie de My Left Foot, pour lequel Daniel Day-Lewis a remporté l'Oscar du meilleur acteur cette année-là, tout comme Brenda Ficker qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour ce film. Et c'est un peu suite à ça que toutes les nominations, toutes les récompenses vont commencer à s'accumuler de plus en plus. On arrive en 1993. Disney rachète Miramax pour 80 millions de dollars après le succès de plusieurs films, dont The Crying Game qui était sorti en 92, donc l'année d'avant. Et cet accord avec Disney est ce qui a véritablement fait des frères Weinstein des poids lourds à Hollywood. Et ils sont quand même restés, malgré ce rachat, à la tête de Miramax jusqu'en 2005. Et là, les succès se sont enchaînés. Ils avaient encore plus de moyens. Donc il y a eu le premier blockbuster Miramax qui est Pulp Fiction,
réalisé par Quentin Tarantino, qui va d'ailleurs réaliser de nombreux films pour Miramax, et il travaillera par la suite avec la deuxième boîte de production d'Harvey, qui s'appelle The Weinstein Company. Et d'ailleurs, l'un des premiers films produits par Tarantino pour The Weinstein Company, c'était Grindhouse, Planète Terror en 2007. Et qui jouait justement dans ce film? Je vous le dis pas pour rien, Rose McGowan. Je vous la présente plus, Charmed, également grande figure très importante du mouvement MeToo. Weinstein l'a mis sur liste noire au cinéma, et c'est d'ailleurs grâce à Robert Rodriguez qu'elle a joué sur ce film, parce qu'ils sont sortis ensemble, ils se sont même fiancés, et il savait justement l'emprise qu'Harvey avait sur sa carrière. Et si vous demandez d'où elle connaissait Harvey pour qu'il la blacklist, elle le connaissait depuis le tournage de Scream en 96, produit par Harvey bien sûr, et il l'avait appelé par la suite en 97 qu'elle assiste au festival de Sundance. Bref, donc quand Robert Rodriguez a appris qu'Harvey l'avait blacklisté, tout ça, il a dit: je vais te donner le rôle principal de ce film et je vais faire en sorte qu'Harvey le finance, puisque c'était l'un des premiers films sortis sous The Weinstein Company. Puis bon bah voilà, ça c'est fait. Alors bien que Pulp Fiction ait été nommé pour l'Oscar du meilleur film en 95, il a perdu face à Forrest Gump, en même temps Forrest Gump quoi. Mais très peu de temps après, en 97, Miramax décroche pour la première fois l'Oscar du meilleur film avec Le Patient anglais. L'année suivante, en 98, on a naturellement Will Hunting qui sort. Il est nommé pour 9 Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur. Il remporte 2 prix, meilleur acteur dans un second rôle pour Robin Williams et meilleur scénario pour Ben Affleck et Matt Damon, qui étaient quasi inconnus au bataillon à cette époque-là. Le film a cartonné. Donc déjà, les statuettes qu'il a remportées, c'était pas mal, parce que quand même en face, il y avait Titanic. 11 Oscars, pour rappel, Titanic. Donc Harvey a continué à perfectionner un petit peu ses tactiques et ses méthodes de promotion durant les années 90, afin de s'assurer que ses films soient nommés et récompensés lors des Oscars, mais il voulait aussi qu'on sache que ça venait de lui. Parce que si vous voulez, dans les cérémonies des Oscars, les producteurs, ce ne sont pas des gens qui sont mis en avant. Enfin, généralement, les gens, ce qui les intéresse le plus, c'est meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réalisateur, scénariste éventuellement, mais les producteurs... Enfin, il y a meilleur film et tout, mais on voit pas réellement la tête des producteurs, et c'est pas vraiment non plus quelque chose qui se fait. Lorsqu'un film gagne un prix, on a le réalisateur et tout, mais c'est rarement le producteur qui monte sur scène pour dire merci, merci, merci quoi. Mais Harvey, il veut qu'on sache que c'est grâce à lui tout ça, donc on va en reparler de son ego surdimensionné. On est en 99, là il lance la campagne aux Oscars la plus ambitieuse à ce jour. Il s'agit de Shakespeare in Love, et là d'ailleurs c'est quelque chose qui a choqué pas mal de monde, parce qu'à la cérémonie des Oscars justement de 99, c'est Harrison Ford qui monte les marches. Il y a le soldat Ryan, enfin il faut sauver le soldat Ryan qui est en lice, de Steven Spielberg. Spielberg, Harrison Ford, voilà, c'est quand même une grande histoire. Donc Harrison Ford monte les marches. Je pense qu'il pensait qu'il allait annoncer que le meilleur film, l'Oscar du meilleur film, ça allait être Steven Spielberg, et là on voit qu'il y a un petit blanc et il annonce que c'est Shakespeare in Love qui décroche l'Oscar du meilleur film. Il y avait en concurrence également La vie est belle, La ligne rouge et Elisabeth. Mais il est vrai que même si Shakespeare in Love c'est un film sympa, à côté du soldat Ryan, de La vie est belle et de La ligne rouge, on n'aurait pas trop parié sur Shakespeare in Love comme meilleur film quoi. Eh bah si. Et là, on a Harvey qui est aux anges, parce que la campagne, pour en arriver jusque-là, donc la campagne de promo du film, elle lui a quand même coûté 5 millions de dollars. Donc il y avait mis les moyens, c'est en grande partie pour ça que le film a gagné. Et il est monté sur scène pour recevoir l'Oscar du meilleur film. Il a accepté le prix, il a fait un discours. Là déjà, dans la profession, c'est un peu tiqué, genre pourquoi c'est lui qui monte et qui parle? Bah c'est pas pour rien qu'il a fait ça. Bon, comme je vous disais, là, il a un ego, voilà quoi, qui passe plus les portes, il voulait qu'on le voie, mais c'était aussi, si vous voulez, pour faire un peu asseoir sa valeur, son pouvoir. Genre voilà, encore une fois, tout ça c'est grâce à moi, me voilà. Il fallait qu'on voit son visage, qu'on le reconnaisse, qu'on sache que c'était lui qui accomplissait tout ça, qui devienne personnalité qu'on reconnaissait, voilà, et pas juste un producteur obscur dont on connaît que le nom mais pas le visage. Donc tout ça c'était encore une fois stratégique. Et comme je vous dis, c'était quelque chose de très inhabituel à l'époque pour le dirigeant
d'un studio de se permettre de monter comme ça. Et bah oui, il a enfreint beaucoup de règles de l'Académie. Certaines règles ont été même mises en place à cause de ce qu'il faisait pour obtenir des Oscars. Et qu'est-ce qu'il faisait donc concrètement? C'est quoi cette campagne qu'il a mis en place de 5 millions de dollars? Alors déjà, avant même que le film sorte, il se mêlait énormément déjà de la création du film en lui-même. Il n'hésitait pas à intimider, voire même à écraser les réalisateurs ainsi que d'autres producteurs et scénaristes sur ses propres films parce qu'il pensait toujours tout savoir mieux que les autres. C'était lui qui savait comment écrire mieux un script qu'un scénariste. C'était lui qui savait quelle scène était mieux que d'autres. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de réalisateurs et de scénaristes qui ont témoigné après le mouvement MeToo et ils ont déclaré que si Harvey n'aimait pas le montage d'un film, il pouvait les agresser physiquement. Il pouvait en venir aux mains, genre il les attrapait à la gorge carrément. Certains de ses chauffeurs ont aussi raconté qu'il était extrêmement violent, qu'il avait un tempérament explosif et que dès que quelque chose ne lui plaisait pas, il se mettait à hurler et il en venait donc à la violence. C'était sympa quoi, l'ambiance. Donc, à l'approche de la saison des Oscars, alors là c'était pire que tout, il modifiait les montages des films, il ajoutait des scènes, il en supprimait certaines. Il y a pas mal de films d'ailleurs qui ont été profondément transformés par rapport au produit final qui normalement devait sortir. Il a tout modifié et notamment il y a un film qui en a pâti. Il s'agit de The Reader avec Kate Winslet qui d'ailleurs a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film. Du coup, on lui avait demandé si elle montait sur scène, il y avait de grandes chances, pour recevoir sa statuette de meilleure actrice, il fallait qu'elle remercie Harvey. Mais elle a refusé. Elle ne voulait absolument pas l'inclure dans son discours de remerciement, justement parce qu'elle savait ce qui se passait sur le tournage et justement la façon dont il avait tout chamboulé sur ce film également, sur The Reader, et qu'il avait rendu le tournage horrible. Donc il y a même beaucoup de personnes qui ont préféré retirer leur nom du film à cause de la manière dont Harvey avait pris le contrôle du projet. Tellement dégoûtés les gars qui se sont dit mais en fait c'est même plus notre taf donc autant qu'on soit pas crédité quoi si vous voulez. Ça allait quand même très loin. Donc c'était un peu un indicateur si vous voulez les gens qui ont par la suite refusé de le remercier ou qui ont refusé de travailler avec lui ou de retravailler avec lui parce que justement ils étaient au courant de tout ça, donc c'était même pas la peine d'y penser. Donc ça c'était pour toute la partie déjà comme je vous disais production d'un film. Après on arrivait donc à la partie promo. Alors là c'est pas compliqué en fait, ce qu'il faisait c'est qu'il fallait que les films ils soient partout, que tout le monde les voit. Donc on va reprendre l'exemple de Shakespeare in Love, comme je vous dis, qui a un peu soufflé tout le monde. N'oubliez pas non plus qu'à l'époque, quand un film sortait au cinéma, c'était pas comme maintenant. Il sortait pas genre 2 mois après en streaming. Il fallait attendre des mois après la sortie en cinéma pour qu'il puisse sortir en cassette et en DVD. Donc il y avait quand même un grand laps de temps entre les deux. Et les films restaient également plus longtemps à l'affiche à cette époque-là. Et lui, il prolongeait encore plus justement la durée des films au cinéma afin que justement un maximum de gens puissent aller le voir ou même le revoir, et surtout, y compris les votants de l'Académie des Oscars. Parce qu'un truc qui m'a quand même choqué, c'est que j'ai appris qu'à cette époque-là, les personnes qui étaient donc les membres de l'Académie qui devaient voter pour le meilleur film, meilleur acteur, etc., ils n'étaient pas obligés d'avoir vu le film. Je trouve ça un peu ahurissant, mais ouais, certains ne voyaient pas les films. Donc je sais pas trop sur quoi ils se basaient pour les élire, entre guillemets, enfin bref, ils ne les voyaient pas. Et il allait même très loin, il allait se renseigner où les votants de l'Académie se trouvaient, géographiquement, j'entends. Par exemple, je dis n'importe quoi, imaginons qu'un votant à ce moment-là, il est en vacances en Floride, et qu'il n'est pas à Los Angeles ni rien, et Harvey, c'est pas grave, il va aller organiser une projection en Floride, pas loin de là où le mec il se trouve, pour qu'il puisse voir le film. Et c'était important parce que parfois un film, pour qu'il gagne, ça pouvait se jouer à seulement quelques votes, donc il fallait vraiment qu'il ait un listing de toutes les personnes qui votaient et de s'assurer que tous le voient. Il allait même faire des projections dans des maisons de retraite afin que même les personnes âgées y aient accès. Bon, ça c'est cool, vous me direz, sauf qu'il y avait même des gens qui étaient sous respirateur artificiel qui devaient mater le film, quoi.
c'était un délire. Bon, non seulement, comme je vous disais, il organisait donc des projections, mais en plus de ça, derrière, il appelait également, ou il faisait appeler Miramax, quoi, quelqu'un qui était chargé de ça, pour avoir le retour de la personne sur le film, ce qu'ils en avaient pensé. Et par la même occasion, genre imaginons, il fait un film avec, par exemple, on va prendre Matt Damon, voilà, vu qu'il jouait dans Will Hunting. Harvey, il est capable d'appeler donc un votant pour dire est-ce que tu as vu donc Will Hunting et tout, oui, c'était pas mal, tout ça. Et est-ce que tu as vu Matt Damon, alors que le mec était quasiment inconnu. Je prends pas cet exemple, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, hein. Je vous donne juste ce qu'il faisait comme schéma récurrent. Et bon, le votant dit bah non, je connaissais pas cet acteur, et du coup il va le vendre et le vendre encore. Et il va conclure la conversation en disant j'espère qu'il aura une nomination. Vous voyez, même si l'acteur il est inconnu au bataillon, hein. Qu'on ne connaît pas, mais que voilà, il est dans le film et qu'il a un rôle important. Voilà, Harvey, il va le placer. Donc, il avait vraiment une approche très personnalisée, si vous voulez, quand il sortait un film. Et cette approche personnalisée, elle s'appliquait à pratiquement tous les contacts que Miramax pouvait atteindre. On a par exemple Erickson, qui a déclaré qu'il avait finalement nommé Billy Bob Thornton comme meilleur acteur, qui avait joué dans un film d'Harvey, Sling Blade, alors qu'il n'avait jamais entendu parler de Sling Blade avant le coup de fil d'Harvey Weinstein. Donc comme je vous disais, il organisait donc des projections pour les membres de l'académie, hein, où qu'ils se trouvent, mais il faisait pas que ça. Il amenait également les acteurs dans ses projections et il organisait des séances de questions-réponses, qui est un peu l'équivalent, on va dire, de conférences de presse, on va dire ça comme ça, sauf que là c'était lors de la projection, donc il faisait venir les acteurs, comme ça on pouvait leur poser des questions, donc il y avait un échange en plus avec les acteurs sur place. En plus, pour peu qu'on ait aimé le film, les gens ils étaient contents de voir les acteurs directs. Donc ça, ces séances de questions-réponses, ça avait lieu avant et après les projections. Il y avait également des conversations un peu en one-one, histoire que chacun se sente exceptionnel, quoi, genre des entretiens et tout avec les acteurs. Au-delà de ça, il organisait aussi des grandes soirées, afin toujours de faire rencontrer les acteurs avec les votants de l'académie. Et tout ça, même si ça peut ressembler à du forcing, c'était une promo un peu premium, parce qu'ils voyaient le film, ils pouvaient en plus échanger avec les acteurs, en plus il y avait des soirées où ils pouvaient encore parler aux acteurs. Donc si vous voulez, les gens finalement, automatiquement et inconsciemment, ils avaient déjà un lien d'affect avec le film. Vous voyez le truc? Et donc dans ces campagnes archi orchestrées, archi musclées, il y en a même certains qui les comparaient à des campagnes présidentielles. Il avait même engagé justement l'ancien directeur de campagne d'Obama pour la campagne des Oscars de Silver Linings Playbook. C'était avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Et là, pour le budget, comme je vous disais, hein, lui, pour Shakespeare in Love, il avait mis 5 millions de dollars. Et c'est à peu près le montant qu'il mettait pour chaque campagne d'un film qu'il voulait donc voir aux Oscars. Là où les autres studios, ils mettaient beaucoup moins. Pour un petit studio indépendant, généralement, ça tournait, allez, c'était maximum 250 000 dollars par campagne. Et les gros studios, eux, ils mettaient 1 million, peut-être aller 2 millions, pas plus, lui il en mettait 5. Et comme je vous disais tout à l'heure, il organisait donc des soirées somptueuses, hein, pour justement attirer les votants. Mais ça, par contre, ça violait la règle de l'Académie, hein, des Oscars, qui interdisait justement aux studios d'organiser des événements pour les nominés qui incluaient des votants. Donc il a été par contre lourdement critiqué par certains pour ses pratiques, et quand on lui en a parlé, il a simplement répondu qu'il s'agissait d'événements de presse et qu'il fallait des célébrités pour attirer la presse. Pas de sanction qui a été prise, quoi. On lui a juste dit, ça a été relevé, ça a été critiqué, mais il n'a pas été sanctionné. Autre chose aussi qu'il adorait faire, parler de messages quand il faisait la promo de ses films auprès des votants. Par exemple, pour le film Le discours d'un roi avec Colin Firth, Harvey avait obtenu une citation de la famille royale de la reine Elisabeth, et ça a été un outil de com massif pour lui. Il a fait encore la même chose, hein, avec d'autres films. À chaque fois, en fait, il sollicitait des personnes qui étaient liées à l'histoire dont le film parlait, c'était un biopic ou quoi, ou alors à des figures importantes de l'industrie afin de valider ses films. Donc voilà un petit peu jusqu'où il allait, mais oui, c'est pour ça qu'on l'appelait aussi le roi de la com, hein. C'était pas pour rien. Et lui, en fait, sa stratégie, elle était un peu pyramidale, si vous voulez. Donc dans un premier temps, il crée un premier buzz avec les festivals, comme les festivals de Toronto, également tout ce qui était SAG Awards, les Golden Globes, les BAFTA. Et en fait,
son idée, c'était de récolter de la plus petite récompense jusqu'à progressivement les plus grandes, afin que justement, quand on en arrivait aux Oscars, là en fait on a l'impression qu'il y avait tellement de récompenses autour de ce film qu'on aurait été un peu des branquignoles de pas également lui accorder une nomination ni même une récompense, vous voyez. Et il n'hésitait pas non plus à propager de fausses infos. Par exemple, le dernier jour en fait des votes pour les Oscars, c'était pour notamment le film avec Jennifer Lawrence, et la veille, donc, il a fait sortir une info comme quoi Jennifer Lawrence allait très prochainement tourner avec David Russell. Et ça, c'était dans l'espoir d'influencer donc les votants. Ah bon, elle va retravailler avec lui et tout. Alors que c'était pas vrai. Ce David O. Russell n'avait jamais signé pour réaliser ce projet. Mais Harvey, il a diffusé ce communiqué parce qu'il savait que ça allait susciter de l'intérêt et que ça allait alimenter les conversations. Donc il fallait faire encore un dernier petit coup de buzz avant les Oscars. Donc c'était, comme on appelle ça, une tentative de dernière minute de la part d'Harvey pour attirer encore davantage l'attention des votants sur Jennifer Lawrence. Bon, de toute façon, le film a remporté l'Oscar du meilleur film en 2013 et elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice, Jennifer Lawrence. Donc autre tactique qu'il faisait, des smear campaigns. Alors on appelait aussi ça des whispers campaign, des campagnes de chuchotement. C'était pas mal. Il propageait de fausses rumeurs et il salissait la réputation de ses concurrents. Pour reprendre l'exemple de Shakespeare in Love, qui donc était en concurrence avec le soldat Ryan, Harvey avait été voir des journalistes ainsi que des professionnels de l'industrie, les votants de l'académie, à peu près tout le monde en fait, pour dire que selon lui, il y avait uniquement les 20 premières minutes du film qui étaient excellentes, mais qu'après, c'était pas terrible quoi. Par contre, son film à lui, Shakespeare in Love, il était beaucoup plus riche du début à la fin quoi. Forcément. Et ça, il l'a pas fait qu'auprès des votants de l'académie. Il a également fait pression sur des journalistes pour qu'ils publient cette analyse négative dans leurs papiers, dans leurs journaux. Donc il fallait descendre le soldat Ryan, excusez-moi, sans mauvais jeu de mots, mais également tous les films qui étaient en concurrence et toutes les soirées qu'il organisait, comme je vous disais tout à l'heure, et là aussi il faisait courir le mot à tout le monde présent à la soirée que le film il n'était pas terrible. Tu sais, avec Tom Hanks, là, le soldat Ryan et tout, et je l'ai vu, j'ai pas tellement aimé. Et voilà, comme ça, il crachait discrètement à tout le monde sur les films de ses concurrents. Sans oublier également les after-parties des grandes soirées, les BAFTA, les Golden Globes, il y a toujours des after-parties organisées par Vanity Fair, etc. Il y a tout le gratin d'Hollywood. Là encore, il allait faire des commérages, des analyses négatives sur les films de ses concurrents et il glorifiait les siens. Il a été rapporté justement que lorsque Steven Spielberg a appris que Harvey dénigrait le soldat Ryan, il aurait déclaré un truc du genre je ne veux pas traîner dans la boue avec lui. Donc moi je me rabaisserai pas à son niveau et j'irai pas me salir et raconter des trucs crades quoi. Voilà. Mais vous allez voir qu'il faisait encore bien pire que ça parce qu'il ne s'attaquait pas seulement aux films mais aussi aux personne. Il répandait des rumeurs, il allait vraiment sortir des dossiers sur les réalisateurs, sur les acteurs, en fait toute personne qui était liée au film et qu'il considérait comme des menaces, comme ses plus grands rivaux, et il déterrait vraiment des cadavres. Alors des fois c'était bien, parce que c'était important qu'on le sache, genre l'affaire Polanski, mais c'est pas pour rien qu'il a déterré ça, c'est parce que Polanski avait sorti Le Pianiste, il avait remporté le BAFTA du meilleur film, et Harvey a flippé en fait qu'il lui vole les statuettes des Golden et des Oscars, surtout des Oscars. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été déterré une vieille déposition de plus de 30 ans de la victime de Roman Polanski. C'est sorti sur le site Smoking Gun. Donc la réputation de Polanski en a pris un coup, voilà, le genre de choses qu'il faisait. Et ça, apparemment, des histoires comme ça, il y en a à l'appel, quoi. Des centaines d'allégations et même de mensonges que Harvey aurait propagés juste pour nuire à la concurrence. Donc la diffamation, il s'en foutait, il y allait. Donc les films qui suscitaient beaucoup de buzz, surtout les petits films indépendants, ils étaient dans son viseur. Et il y en a un particulièrement qu'il a tout fait pour détruire. Il s'agissait de Slumdog Millionnaire. Quel
film génial. Slumdog Millionnaire qui est sorti en 2009, c'était un petit film indépendant réalisé par Danny Boyle. Les acteurs étaient peu connus. C'est pas un film qui a beaucoup fait parler de lui quand il est sorti, mais quand il a été nommé aux Oscars, là de plus en plus de gens sont allés le voir. Il a reçu d'excellentes critiques et du coup tout le monde misait beaucoup en fait sur ce film. Il était vraiment un beau prétendant pour l'Oscar du meilleur film. Donc il a fait tout ce qu'il a pu pour diffuser des récits négatifs dans la presse, en personne, bref, tout ce qu'il pouvait quoi. Du coup Miramax et même la Weinstein Company ont employé certains des plus grands attachés de presse d'Hollywood qui étaient également membres de l'Académie pour générer une couverture médiatique très positive autour de ses propres films et influencer les collègues qui étaient donc des votants. Donc même si le film avait de bonnes critiques, tout ça, étant donné qu'il avait également la main mise, qui faisait pression sur des attachés de presse et journalistes et tout ça, voilà quoi. Donc c'est ce qui lui a valu le surnom de Dieu des Oscars. Peu importe la manière, tant qu'il décroche ses statuettes à l'appel, voilà, il est content. Mais ça s'arrête pas là. Il y a encore un côté encore plus dégueulasse à toute cette histoire. Son truc pour appâter les jeunes actrices, c'était mais tu veux pas une carrière à la Gwyneth Paltrow, tu veux pas une carrière à la Jennifer Lawrence, regarde ce que j'ai fait d'elle. Si tu joues dans mes films, tu as une chance de devenir une grande actrice oscarisée, blablabla. Il a beaucoup utilisé, comme je vous disais, le succès, la victoire de Gwyneth Paltrow et celle de Jennifer Lawrence comme moyen de manipuler les femmes qui tentaient de démarrer une carrière à Hollywood, et si elles refusaient, bien il les agressait. Donc, concernant Jennifer Lawrence, elle a déclaré qu'elle avait une relation strictement professionnelle avec Harvey et elle ne s'est pas plus exprimée sur le sujet. Concernant Gwyneth Paltrow, là, c'est autre chose. Elle s'est timidement exprimée au début, mais c'est surtout auprès des journalistes qui ont enquêté sur Harvey que là, bientôt, ça va commencer à chauffer pour lui, il était temps. Donc là, oui, elle a collaboré. Donc, selon des journalistes du New York Times qui ont révélé donc l'affaire Harvey et qui ont écrit d'ailleurs le livre She Said, Gwyneth a été très importante justement dans tout ça. Bien qu'au début, elle était hésitante, elle est quand même devenue l'une des premières sources de premier plan à raconter sa propre expérience avec Harvey et elle aura notamment décrit un incident troublant où il avait posé ses mains sur elle et il a suggéré qu'il ferait mieux de terminer leur réunion dans sa chambre. Elle a refusé et elle a donc raconté ça à 2 journalistes. Donc ensuite, elle a utilisé ses relations Hollywood pour aider l'enquête en coulisses. Donc elle a briefé les journalistes, tout ça. Elle a envoyé des messages à ses collègues ainsi qu'à d'autres actrices pour justement les encourager à parler. Elle a aidé les journalistes aussi à entrer en contact avec d'autres femmes victimes d'Harvey et elle les a encouragées donc à témoigner, à prendre la parole. Dans le livre justement She Said, les journalistes expliquent que Gwyneth semblait être une véritable obsession pour Harvey. Lors de réunions avec ses avocats, par exemple, il était obsédé de savoir s'ils avaient parlé avec Gwyneth. Il s'est même présenté à l'improviste à une fête chez elle, alors que toute l'affaire était en train d'éclater, et elle s'est retrouvée carrément planquée dans sa salle de bain, elle a dû se cacher dans sa salle de bain et elle a justement envoyé des messages aux journalistes. C'est un truc de fou. Donc les journalistes justement, Cantor et Towie, qu'on connaît justement, qui a écrit l'article sur la smear campaign de Blake Lively, Justin Baldoni, c'est elle qui a révélé toute cette affaire au New York Times, juste après que Blake ait sorti sa plainte. Voilà, c'est comme ça qu'on a connu l'affaire. Et bien cette journaliste et l'autre journaliste Cantor ont conclu que l'obsession d'Harvey pour Gwyneth venait du fait qu'elle représentait une menace énorme pour lui. Parce qu'elle était pas pauvre et elle venait d'une famille qui était également connue dans l'industrie. Lui, il s'en foutait. La preuve, il lui a fait des avances. Quand même, c'était une menace pour lui. Elle était connue, puissante, riche. Sa famille était influente et il savait que si une actrice de sa trempe parlait, ça aurait un impact énorme. Et ça n'a pas loupé, ça a été le cas, tant mieux. Et justement, pourquoi ça a un peu fait monter la mayonnaise également à Gwyneth de son côté, c'est parce qu'elle ne supportait pas qu'il se servait de son nom, de sa carrière et de sa victoire aux Oscars afin justement d'appâter des jeunes femmes. Donc elle aurait passé beaucoup de temps à parler avec d'autres survivantes et à gérer le fait qu'elle se sentait malgré elle comme une sorte de pion en fait, involontairement,
hein, mais un pion en fait dans le système Harvey. Elle avait l'impression d'avoir participé malgré elle, parce que c'était un genre d'appât. Et c'est justement donc quand elle a découvert qu'il se servait de son nom pour faire ces dégueulasseries là, qu'elle est passée d'une source discrète aux journalistes à un soutien très actif dans l'enquête. Elle a également organisé une réunion chez elle à Los Angeles pour les survivantes et elle s'est exprimée publiquement sur le système qui a permis à Harvey et à tous les autres d'exister. Donc voilà, je m'arrête là pour la vidéo. Je vous ferai un jour une vidéo sur Harvey et sur concrètement les accusations, tout ça, si ça vous intéresse bien sûr. Là, je voulais vraiment plus vous parler de ces techniques en fait de campagne, encore une fois, parce que voilà, j'ai mis le nez dedans pour l'affaire Baldoni et je suis tombée là-dessus, quoi. Donc ça m'a aussi intéressé de savoir ce qu'il avait fait de son côté, hein, comme smear campaign, comment il s'y était pris justement pour rafler autant d'Oscars. Donc voilà, c'est un peu dans la lignée finalement, un peu de ma vidéo de vendredi. Et alors, aussi petite parenthèse, je sais que beaucoup me demandent si je vais faire une vidéo sur Jeffrey Epstein. Hein. Alors, ça fait très longtemps qu'on me demande une vidéo sur Jeffrey. J'évite de trop dire son nom parce que YouTube aime pas trop ça. Je sais pas. C'est vrai que ça fait longtemps que vous me le demandez, ça fait longtemps que je me le demande moi-même. Parce que là, en l'occurrence, tout le monde ne parle que de ça. Hein. Vous avez plein de vidéos avec les 3 millions de documents qui sont sortis. C'est une histoire qui m'a toujours intéressée, pas fascinée hein, pour le coup, intéressée parce que j'aime bien justement aller fouiller dans les trucs obscurs d'Hollywood. Mais je vous avoue que concernant l'affaire Jeffrey, en fait, si je fais une vidéo là-dessus, ça ne sera pas pour vous raconter les horreurs. Peut-être que je ferai des vidéos sur des personnes qui ont été démasquées par rapport à ces réseaux, tout ça. J'ai vu par exemple que le nom de Jay-Z était ressorti. Je ne sais pas exactement à quel niveau il est trempé là-dedans. J'ai vu aussi qu'il y avait même le nom de Robert De Niro qui était sorti, la femme de Woody Allen, enfin bref, plein de monde. Donc je ne vais pas faire une vidéo sur chaque membre cité dans les documents Epstein, parce qu'en soi ça ne veut rien dire. C'est un peu comme tous les gens qui étaient aux soirées de Didi, tous n'étaient pas des prédateurs. C'est aussi pareil à mon sens pour Epstein, vu que lui, son truc c'était de se faire un carnet de toutes les célébrités du monde entier limite, forcément le gars il a rencontré tellement de gens, mais je pense pas que tout le monde ait fait des trucs dégueulasses avec des femmes ou des gamins. On est d'accord. Donc j'attends un peu, mais comme je vous dis, c'est vraiment une histoire sur laquelle je suis pas encore prête en fait à en parler, et même si j'en parle un jour, ce sera pas dans le détail sur les horreurs, parce que tout simplement pour le coup c'est trop pour moi. Depuis le temps hein, on sait en fait ce qui s'est passé, on sait. Vous imaginez le pire, le plus horrible, le plus dégueulasse, vous y êtes. Il n'y a pas de limite en fait dans cette histoire. Il n'y a pas de limite à l'ignominie humaine, à la perversion humaine, à la monstruosité. Il n'y a pas de limite. Et depuis le temps justement qu'il y a quand même des choses qui sont ressorties, moi je suis restée un peu traumatisée si vous voulez, des photos que j'ai vues de petites filles dans le Lolita Express sur les genoux d'Harvey. Là on revoit hein, une vidéo qui passe où on voit Harvey qui joue au chat et à la souris dans une cuisine, également dans un truc de spa. Je les avais déjà vues à l'époque, ces vidéos, elles sont pas nouvelles, hein. Elles circulent depuis un moment. Et quand j'ai vu que c'était des enfants, des petites filles de 8 ans, voilà, tout ça là, si vous voulez, c'est beaucoup trop pour moi. J'ai vraiment pas envie de mettre le nez là-dedans et de respirer tout ça pendant des heures et des jours. Donc, je cherche encore sous quel angle je vous ferai des vidéos sur l'affaire, mais voilà, en tout cas une chose est certaine, c'est que je ne rentrerai jamais dans les détails en tout cas de ce qu'ils ont pu infliger à ces gamins, à ces femmes. Non, voilà, comme je vous dis, vous imaginez le pire, vous y êtes. Voilà les amis, c'était ma petite parenthèse plus ou moins grande d'ailleurs sur l'affaire Jeffrey, qui est vraiment en train de secouer le monde. Mais si vous voulez mon avis sur la question, c'est que le pire dans tout ça, c'est que ça va rien changer. Là, on sait qu'il y a des têtes très 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 hautes placées qui sont mouillées. Vous croyez sincèrement qu'ils vont tomber? Ils vont arrêter peut-être quelques personnes histoire de dire voilà, on a taffé les gars, on a fait quelque chose. Mais
l'impunité de ces gens, elle est tellement sans limite que, enfin pour moi j'interprète genre bon voilà, maintenant c'est là, vous allez faire quoi? Parce que même des gars du FBI, tout ça, tout le monde est trempé en fait là-dedans. Donc oui, concrètement on va faire quoi? Vous et moi on va faire quoi? On va aller choper Trump et le foutre en tôle, si vraiment il est impliqué, parce qu'il dit mais non moi j'ai rien fait, juste je le connaissais. Bon bref, quoi qu'il arrive, ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir. C'est ça en fait, si vous voulez, le pire dans cette histoire. C'est que même en nous le foutant sous les yeux, je pense, hein, malheureusement, que ça va rien changer. Donc c'est ça qui me donne encore plus l'envie de gerber, c'est que justice ne sera pas faite. On aura des justices de façade, histoire de nous donner des miettes, voilà, pour calmer un peu le peuple. Mais ces réseaux-là, le réseau Jeffrey, il existait avant Jeffrey, il existe après Jeffrey. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Donc voilà, désolée, je conclus de manière tellement sinistre cette vidéo, je m'excuse. Bon, en tout cas, voilà, Harvey, Jeffrey, bon, je pense qu'on était un peu quand même dans la même lignée. Désolée, encore une fois, si j'ai plombé le moral avec cette fin de vidéo, mais c'était pour vous expliquer le pourquoi du comment et mon avis donc sur cette affaire. Désolée, c'est pas très optimiste, mais je pense que c'est un point de vue réaliste. L'avenir me le dira, on verra. J'espère avoir tort, on verra. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Toujours, je poursuis ma quête dans l'affaire Justin Baldoni, Blake Lively. Là, pour le coup, ça va. Les documents, tout ça, je les gère. Il n'y a pas de problème. C'est pas sordide comme l'affaire Jeffrey, donc ça va. Je gère bien. Et je vous fais plein de gros bisous. Et à la semaine prochaine. Ciao, prenez soin de vous. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.